Le rôle du médecin était de tout temps de soulager la douleur, retarder la mort, c'est-à-dire finalement de soigner les malades, pas de tout temps, depuis 200 ans, oui, 2 siècles. Et maintenant, on s'aperçoit, comme vous le dites dans votre livre, que l'important est de repérer ce qui pourrait être des déviants par rapport à un ordre de santé bien établi. Et dans le cadre de la perversion technologique de la médecine quotidienne, c'est tout un tas de machines qui surveillent et qui enrégimentent les futurs malades. Exactement. On définit, n'est-ce pas, non plus la maladie comme étant la douleur qui risque d'entraîner la mort, mais comme le risque d'être un jour en situation de devenir malade. Moi, ça me rend plein de frayeur, parce que je sais que ce n'est pas en mesurant les gens à longueur de temps qu'on va leur permettre de vivre heureux. Au contraire, on induit une angoisse fantastique. C'est ça. Mais ça, la médecine y a conduit, parce que le principe de la médecine clinique, c'était bien de séparer l'homme de ses organes et de ne soigner que les organes humains. Exactement. Et c'est en cela que la médecine, en quelque sorte, a préparé ce retour au cannibalisme industriel. Parce que ce qui est frappant, c'est que ceci n'est qu'une première étape. On va avoir d'abord des objets pour surveiller, mais ensuite, les objets ne se contenteront pas de surveiller, ils soigneront. Prenons un exemple, celui du diabète, ce qui est assez fascinant. Bon, il est clair que dans 2 ans, on aura des petites machines qui auront la taille d'une montre, qui permettront de surveiller le niveau d'équilibre du sucre dans le sang, mais que très vite, dans les 2 années qui suivent, on le sait maintenant parce que j'en ai vu des prototypes, dans le même appareil, de la même taille, eh bien, il y aura les produits chimiques capables de réguler le comportement, c'est-à-dire qui éviteront cette manœuvre artisanale qui est la double piqûre d'insuline quotidienne. Et donc, du passage, on passe très facilement de la surveillance à la guérison. Et qu'est-ce qu'on a là? Une sorte de pancréas artificiel. Oui. Bon. Et donc, ceci peut se trouver dans un très grand nombre d'autres fonctions. Et alors, ce qui est frappant, c'est que... Mais dans le cas du diabète, c'est un progrès, ça. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est partout un progrès. Oui. C'est toujours un progrès. Mais c'est que le grand problème qui est derrière ça, c'est qu'à sauver chaque homme, on est peut-être en train de préparer la mort de l'espèce humaine. Expliquez-nous ça. Eh bien, chacun de ces progrès, et au bout, la 3e étape, c'est l'organe artificiel génétique. Et derrière les manipulations génétiques actuelles, il faut bien voir qu'elles ne sont pas tombées en l'air comme ça de n'importe où. Elles sont dans la suite de la réflexion sur l'autosurveillance dont on vient de parler, de l'organe artificiel électronique. Elles sont l'organe artificiel génétique. Et d'ailleurs, la langue de la génétique, c'est la même que la langue de l'informatique. Exactement. C'est le on même parle type de code. C'est le même type de comportement. Donc, ceci est un aboutissement qui est quoi comme aboutissement? Le fait qu'au lieu de réparer les hommes, on va les produire sains, avec une durée de vie un peu comme les objets, n'est-ce pas? Une lampe, elle a une durée de vie déterminée, qui est sa nécessité économique, ou une télévision, ou un objet de ce genre. Au lieu de réparer l'homme, on va le produire sain. Or, il est évident que dans la mesure où l'homme devient une production de l'homme, il devient comme tous les objets. Il est produit, il a une durée de vie, il est façonné par l'homme. Or, il me semble, d'un point de vue philosophique général, qu'un homme produit par l'homme n'est plus un homme. Oui, exactement. Il est une machine, puisqu'il est façonné. Donc, c'est ça où le glissement est fascinant. Progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d'un homme qui est produit par l'homme qui n'est plus un homme. Alors, Jacques Attali, moi je vous renvoie à une chose. Que devient la liberté dans tout cela? C'est un problème important, la liberté humaine. Vous avez dit l'homme fabriqué par l'homme n'est plus l'homme. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer.